Alors, on va débuter. Je suis Andrea Perrier, donc je suis directrice du Centre Ressources Autisme Limousin. Donc, je vous remercie de participer à ce webinaire qui va être présenté par des professionnels d'HandiConsult que vous pourrez retrouver dans la semaine avec d'autres thématiques. Donc, aujourd'hui, c'est Roxane Blondet et Clémentine Labrégère, toutes deux aides-soignantes HandiConsult, qui vont vous présenter le dispositif HandiConsult. Pour les questions-réponses, vous avez la possibilité de les poser dans l'onglet Q et R. Donc, il y a un onglet à part de discussion. Donc, voilà, si vous pouvez écrire vos questions et réponses au fur et à mesure des échanges, de façon le plus synthétique que vous pouvez. Et elles y répondront, donc, à partir du moment où ça restera en lien avec la thématique, si possible. Si vous souhaitez voir développer d'autres thèmes, puisqu'on organisera une nouvelle session de webinaire en fin d'année, n'hésitez pas à le mentionner dans les commentaires qui vous seront à votre disposition dans le cadre de satisfaction à la fin du webinaire. Voilà, donc je vais laisser la parole à Roxane Blondet et Clémentine Labrégère. Et je vous souhaite un bon webinaire et merci encore pour votre patience. Merci. Bonjour à tous, donc on va vous présenter HandiConsult Limousin qui se trouve au centre hospitalier Esquirol. Donc on va commencer par l'appel à projet. Ça a commencé en février 2017. Il y a eu un premier contact lors d'une journée sur la douleur au centre hospitalier Esquirol organisé par le CLUD avec la participation du docteur Saravan. C'était une volonté de l'ARS Nouvelle-Aquitaine pour faciliter le parcours de santé en soins somatiques et handicap mental. En juillet 2017, donc l'appel à projet de l'ARS Nord-Aquitaine. En septembre 2017, donc les deux projets sélectionnés pour la zone sud Nouvelle-Aquitaine, c'était la maison de santé protestante à Bordeaux-Bagatelle. Et pour la zone nord Nouvelle-Aquitaine, donc CH Esquirol Limoges. HandiConsult a ouvert le 9 avril 2018. Donc, l'équipe d'HandiConsult Limousin est composée de 2 médecins généralistes. Donc, nous avons le docteur Lemonnier-Garot, qui est médecin douleur et qui a un DU en hypnose. Et nous avons docteur Bayeux, qui a un DU en déficience intellectuelle et DU autisme. Et qui travaille aussi à la Masse Saint-Exupéry à Île. Nous avons 2 infirmières, 2 aides-soignantes, et on est toutes les 4 sensibilisées au handicap. Et Nathalie, qui est notre secrétaire. Nous accueillons au sein d'HandiConsult des personnes ayant une déficience intellectuelle, qui sont en situation de handicap et ou autisme. HandiConsult Limousin a pour vocation de proposer une consultation somatique pour des gens du coup qui viennent d'établissements médico-sociaux, du domicile ou hospitalisés. Nous accueillons les enfants, les adultes, les personnes âgées, on n'a pas de limite d'âge. On était censé accueillir que des gens du territoire limousin, sauf que, en fait, en réalité, nous accueillons des départements limitrophes. Voilà. Quand c'est trop loin, on redispatche sur les autres HandiConsult qu'il y a en France. Donc, on accueille des personnes pour qui sont suspectées une douleur, un inconfort somatique, qui ont des troubles du comportement qui ont été inexpliqués, voilà, qui nécessitent tout simplement un bilan clinique. Nous n'acceptons pas les contextes d'urgence, ni les demandes d'hospitalisation, ni les personnes qui ont besoin d'une consultation psy. Voilà, on essaye de donner des noms quand on peut. Actuellement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de demandes pour peu de professionnels. Voilà. Je suis désolée, je ne suis pas très à l'aise. Du coup,
Voilà, pour venir au sein d'Handiconsulte Limousin, on envoie un dossier au préalable qui est à remplir avant de pouvoir venir chez nous. Donc avec une copie, bien sûr, de la pièce d'identité, de la carte vitale et mutuelle, une fiche de renseignement avec les contacts de la personne, les antécédents médicaux, chirurgicaux, les traitements, un recueil de données pour connaître au mieux la personne qu'on va accueillir, un courrier du médecin traitant ou référent de la structure pour la raison pour laquelle il nous l'adresse, et une autorisation MEOPA, donc, ou Cabinox, une autorisation pour le Papouseboard, des photos des lieux, du matériel et d'un trombinoscope pour que la consultation soit préparée au mieux, et bien sûr l'échelle ESDA, parce qu'en fait on s'est aperçu que cette échelle en consultation était difficile à exploiter, que c'est plutôt les gens du quotidien qui sont plus à même de la remplir, donc c'est pour ça qu'on l'envoie avant. Voilà. Donc après, vous avez l'image de ce que c'est le Papouseboard. Je ne sais pas si vous le voyez. Donc c'est une planche un peu comme de secourisme qui est un socle dur en fait, avec des scratchs, voilà, qu'on utilise bien sûr en dernier recours. C'est ce qui correspond un peu. Oui. Ouais. Voilà. C'est un gros sac de couchage qui ne sont pas contenus, mais qui est contenant. Oui, contenant. Donc le MEOPA ou le Cabinox, qui est un mélange de cuivre-molaire, de protoxyde d'azote et d'oxygène. Ça gaz hilarant. Voilà, c'est ça. Le gaz hilarant, ça permet de détendre la personne et de diminuer la sensation douloureuse. On utilise beaucoup de distractions aussi, que ce soit la musique, les jeux, le téléphone portable, vidéo, enfin, tout ce qui peut aider. Voilà. Donc après, vous avez en présentation l'échelle ESDA qui a été réalisée au centre Barthélemy Durand, donc le centre anciennement du docteur Saravan. Donc c'est une échelle simplifiée d'évaluation de la douleur pour les personnes dyscommunicantes avec des troubles du spectre de l'autisme. Comme vous pouvez voir, voilà, ce sont plutôt des choses que les structures ou les familles ou les référents peuvent remplir parce que c'est des comportements qui sont modifiés à l'habitude. Donc forcément, nous, quand on les reçoit, ces personnes, on ne connaît pas leur état de base, donc c'est compliqué pour nous de le remplir. La seule chose qu'on peut nous remplir, c'est la zone douloureuse identifiée à l'examen. Voilà. Quand le médecin examine la personne, si on voit qu'il y a des rires immotivés, des pleurs, des grimaces, un mouvement de retrait, des choses comme ça, voilà. Ça, on peut le quantifier. Après, du coup, nous, ce qu'on utilise, c'est plutôt l'Algo Plus, mais Roxane va vous expliquer voilà, comment ça se passe la consultation et comment on utilise cette échelle. Diapo suivant. Donc, nous, à Handiconsulte, on propose, il y a différentes consultations qui sont proposées. Donc, la première, on a des consultations bilan. Donc, c'est un bilan somatique complet qu'on réalise, on a mis entre guillemets de la tête aux pieds. Vraiment, l'auscultation se fait, le médecin ausculte tout. Ça dure en moyenne entre 1h30 et 2 heures. Donc, pendant cette consultation, on effectue la prise de paramètres vitaux, la température, tension, poids, taille, périmètre abdos, la saturation, le pouls. On réalise un ECG, un électrocardiogramme. On peut réaliser une prise de sang aussi, si besoin, et on peut proposer une carte de groupe sanguin. On fait des radios. Et on utilise donc l'échelle Algo Plus pendant le temps de la consultation.
C'est Algo Plus, et là, on évalue la douleur. Donc, pareil, au niveau du visage, des grimaces, le regard, s'il y a des plaintes, et au niveau du corps. S'il y a une agitation ou une agressivité. On vous l'a mis sur diaporama, c'est un petit peu petit. On est désolé. Voilà. Ensuite, on a les consultations qui sont plus ciblées. Ça répond à une demande spécifique ou à un contrôle suite à une première consultation, une radio, un nouveau bilan sanguin. On réalise aussi les tests PCR, des ASP de contrôle, abdomen sans préparation. Et ensuite, on a des orientations aussi. On effectue des électroencéphalogrammes, des rendez-vous avec l'orthoptiste, la gynécologie, j'en oublie un. Et la stomatologie. Voilà. Ensuite, on a des consultations blanches. C'est une première prise de contact physique. Donc, le patient arrive avec son référent, sa famille ou son éducateur référent, avant une consultation bilan. Pour qu'on réussisse à effectuer un bon déroulement de la prochaine consultation. Donc, pour ça, on lui montre les photos de nos locaux, les trombinoscopes, le matériel qu'on va utiliser lors de la consultation. On fait parvenir tout ça en amont et ça permet d'effectuer un travail de préparation avec le patient et effectuer un bon déroulé de la consultation. Du coup, voilà, ça apparaît à l'écran. Les consultations d'habituation aux soins n'ont pas été développées tout de suite parce que ce n'était pas nos missions à la base, mais en fait, on s'est aperçu, donc ce sont les infirmières, Élodie et Anne-Laure, qui ont développé ça, parce qu'en fait, on se rend compte que les gens ne sont pas toujours préparés, ou tout du moins le vivent comme quelque chose où ça rappelle des mauvais souvenirs, une consultation, on a des blouses blanches, en plus actuellement on a des masques, donc voilà, c'est plus difficile. Donc en fait, les consultations d'habituation aux soins, ça se passe après les consultations de bilan, quand on voit vraiment que la personne, c'est trop difficile. Donc ces consultations arrivent, il y en a plusieurs. Ça peut être 2 consultations, comme ça on peut être 15. Donc ça se fait sans médecin, sans présence médicale, c'est que les infirmières et les aides-soignants, donc nous. Voilà, on essaye de sensibiliser et d'entraîner les personnes. Chose que les éducateurs font dans les structures, tout ça, mais ça permet de voir aussi si les personnes peuvent, peuvent l'exploiter dans un autre milieu avec d'autres personnes. Voilà, parce que le but, en fait, c'est que les personnes aillent en milieu ordinaire, chez leur médecin traitant, voilà, qui puissent se faire ausculter, et pas de loin, en fait, tout simplement ausculter. Voilà. Donc, pour toutes ces consultations, les locaux sont dédiés vraiment à un seul patient. Il n'y a pas d'attente parce que du coup, on demande tout le dossier avant, exprès pour ça. Il n'y a pas besoin de passer aux admissions. Vous venez directement chez nous. Et voilà, on vous attend. Et bien sûr, à la fin de chaque consultation, on offre un petit goûter parce que ça peut, voilà, souvent les personnes sont à jeun pour les consultations bilan. Et quand c'est des consultations d'habituation aux soins ou blanches, ben, ça permet d'avoir une bonne image aussi. Voilà. On ne fait pas que des choses négatives avec les infirmiers ou les médecins. Voilà. Donc, on a la chance au CHS Tirol d'avoir un plateau technique, ce qui n'est pas le cas dans tous les hôpitaux psy. Donc, en fait, on a juste les portes coupe-feu à passer et nous avons donc la radio, chose qu'on fait régulièrement. À chaque consultation. Oui. Voilà, donc comme c'est écrit, hein, on fait des ASP pour voir un peu le niveau de constipation. On peut faire des radios osseuses quand c'est nécessaire, des radios pulmonaires, des panoramiques dentaires, sachant que ce n'est pas la radio la plus facile à réaliser
Donc, Roxane vous l'a dit, notre collègue Joël effectue des électroencéphalogrammes. Pareil, elle est là toute la semaine. Donc, ça, il n'y a pas de jour fixe. L'orthoptiste Madame Grando est là une matinée tous les 15 jours et pas pendant les vacances scolaires. La gynécologue, qui est docteur Domanger, est là tous les mardis matins. Et le stomatologue qui intervient au CH Esquirol, donc pas que pour Andy Consult, hein, il intervient pour tout l'hôpital. Et là, les 2 demi-journées par semaine, donc les lundis après-midi et les vendredis après-midi aussi. Sachant qu'actuellement, c'est docteur Michalski, réalise essentiellement des bilans. Le détartrage a été stoppé à cause du Covid. Voilà. Quoi vous dire d'autre? Il n'y a pas de soins sur place ou vraiment avec des gens qui sont assez coopérants. Sinon, Dr Michalski propose souvent des AG pour réaliser les soins au CHU. Voilà. Une fois que toutes ces consultations sont passées, Roxane va vous expliquer ce qui se passe. On fait le départ progressif. La plupart du temps, on finit la consultation, donc on fait la radio. Le patient revient dans la salle de consultation et puis là, c'est un moment pour lui où on lui propose le goûter. Il sait qu'il va partir, il est beaucoup plus calme et c'est un temps d'échange avec le médecin et l'encadrant ou le membre de la famille. Donc là, le médecin prescrit une ordonnance, des préconisations, il fait des propositions, il fait un lien avec le médecin traitant aussi, ou l'institution, et les partenaires médicaux et paramédicaux. On propose des plaquettes de prévention, donc tout ce qui est nutrition, constipation, les risques de fausses routes, voilà. Et puis la collation qui est proposée à la fin. C'est le petit plus. Donc, sur notre PowerPoint, on vous a mis les locaux en photo, du coup. Voilà, donc l'entrée. On a 2 places qui sont dédiées pour les personnes à mobilité réduite. On a aussi une rampe. Voilà. La petite salle d'attente, entre guillemets. Et notre salle de consultation. Bon, c'est très épuré. Voilà. On vous a mis aussi la radio. Là où se passe la radio, où se passent les EEG et le cabinet dentaire, la stomatologie. Sachant que pour la stomatologie, on n'est pas obligé d'aller dans cette salle, sauf s'il y a des soins. Mais le docteur Michalski peut venir dans notre salle de consultation faire le bilan. Voilà, comme ça. C'est moins stressant pour eux. C'est moins stressant, il y a moins d'odeur. Ouais. Voilà. L'avantage qu'on a, c'est qu'il peut se déplacer. Donc voilà, c'est terminé. On vous remercie de votre attention. On vous a mis le numéro pour nous joindre, ainsi que notre adresse mail, et on vous attend. Merci beaucoup. Oui, alors merci beaucoup à vous pour votre présentation. Donc, on a eu quelques questions. Alors, n'hésitez pas à en poser des complémentaires sur le dispositif Andy Consult, puisque là, pour l'instant, j'ai 2 questions. Donc, une des questions qui a été posée notamment, c'était par rapport à la stomato, vous venez juste d'en parler. On a un des participants qui nous demandait si vous faisiez des consultations, des bilans dentaires. Donc, la réponse est oui. Alors après, peut-être est-ce que vous pouvez le développer un tout petit peu? Oui. Alors, la consultation, alors déjà, les médecins généralistes, quand ils examinent la personne, regardent bien évidemment l'état buccal, l'état dentaire. Donc, elles arrivent des fois à dire quand c'est vraiment voyant qu'il y a une carie ou voilà.
Donc après, soit la personne revient pour vraiment voir le docteur Michalowski et que lui dise, ben voilà, là, il faut programmer quelque chose parce qu'il y a trop de dents à soigner ou des choses comme ça. Sinon, si on bloque un créneau sur un lundi après-midi ou un vendredi, il viendra faire un bilan. Mais de toute façon, les soins sont vraiment difficilement réalisables à l'hôpital Esquirol. Enfin, pour l'instant, c'est compliqué. On avait quelques détartrages parce que du coup, en fait, avec le Méopa, on arrivait quand même à détendre un peu les personnes. Mais depuis le Covid, ben voilà, ils veulent plus trop en faire parce que c'est des choses qui sont très projetantes. Qui sont pas, ce sont 2 infirmiers de l'hôpital qui sont dédiés, enfin qui viennent aider Monsieur Michalowski, et c'est vrai que c'est pas leur formation initiale, donc voilà, actuellement c'est un peu plus compliqué. Je sais pas si ça répond à vos questions, Madame Perrier. Oui, oui, je pense que ça répond tout à fait à la question posée. On a ensuite des questions qui ont été par rapport à HandiConsult. Est-ce qu'il existe des dispositifs identiques dans d'autres départements? Est-ce que c'est un concept qui est national? Alors oui, c'est quelque chose qui est national. En fait, après, chaque handi-soin, handi-consult ou peu importe comment on les appelle, ont des spécificités. Par exemple, le CE2A à Niort, eux, c'est carrément de l'hospitalisation sur la journée ou un peu plus selon ce qu'il y a à faire. Il y a Châtellerault, La Rochelle, Bordeaux, Oui. qu'on n'a pas été rencontrés. À Étampes, c'était un peu la même chose que nous. Voilà. Après, il y en a Enfin, il y en a à Marseille, il y en a sur plein de choses. Si vous voulez, on pourra vous les faire passer, les noms qu'on a recensés sur tous les handis. Oui, il n'existe pas de site à ce jour qui recense les HandiConsult. Que les gens peuvent trouver comme ça sur Internet, j'avoue que je ne sais pas. C'est une bonne question. Nous, on l'a parce qu'on est dans le... On a cherché. On est dans dans la boucle, mais c'est vrai que je ne sais pas si les gens peuvent chercher sur Internet, je ne sais pas. Mais ça, on peut vous les faire passer par contre. Très bien. On a ensuite des personnes qui souhaitaient savoir comment obtenir un dossier de demande auprès d'HandiConsult, en fait, pour entrer en consultation auprès d'HandiConsult. Mais après, soit ils peuvent venir directement dans l'unité, ou bien ils nous appellent, nous on peut faxer, ou on peut envoyer par mail, ou bien par courrier par la poste. Donc, le plus simple, c'est de vous appeler, en fait, c'est Oui. d'appeler HandiConsult. Mm. Très bien. Et donc, quelques participants nous posent la question des délais. Est-ce qu'il y a des délais d'attente pour avoir une première consultation? Alors, on n'est pas comme sur d'autres centres où il y a des fois presque un an d'attente. Ça dépend ce qu'il y a à faire. C'est sûr que s'il y a plusieurs spécialistes qui interviennent, quand les gens viennent de loin, on essaye de programmer Tout le même jour. parce que voilà, si les gens viennent de Clermont, ils ne vont pas revenir plusieurs fois, juste par exemple une consultation orthoptiste. Donc là, oui, on peut passer à 3 semaines selon les vacances de chacun, les dispos. Mais non, on reste vraiment, on a très peu de délai. On essaye de faire au mieux pour que les gens soient vus le plus vite possible. Et donc, j'ai une question en lien avec le test PCR, pareil, hein, sur le délai d'attente. Donc, une personne qui se questionne pour justement sur ce test PCR, est-ce que le délai va être différent des consultations classiques? Alors, non, tout dépend. Non, parce qu'au départ, on pensait faire tous les tests PCR sur la même après-midi, par exemple. Sauf qu'en fait, les demandes sont assez éparpillées, donc on ne peut pas tout recenser. Et des fois, c'est des choses qui sont urgentes parce qu'ils partent en structure pour des séjours de répit, des choses comme ça. Donc non. Après, c'est sûr que si on a une consultation le matin et en fin d'après-midi, voilà, on va plutôt essayer de faire le test RT-PCR en fin de journée par rapport à la désinfection. Mais sinon, à part ça, il n'y a pas plus de délai. Par contre, il faut bien une ordonnance du médecin qui veut le test. Ça, nous, on ne peut pas le faire.
Sans ordonnance, c'est pas réalisable pour nous. Merci beaucoup. On a une question sur les consultations blanches. Est-ce qu'il y a des difficultés particulières que vous rencontrez plus fréquemment? Lors des consultations blanches ou lors des consultations classiques? La personne posait la question par rapport aux consultations blanches. Alors, ça nous est arrivé d'avoir des gens qui ne veulent pas du tout rentrer dans l'unité, du tout, ni sortir du véhicule. Parce que ça s'est mal passé. Ouais, ou des parce fois, que le changement... l'appréhension Ouais. de rentrer dans les locaux, nous voir en blouse, enfin, Le changement de lieu, tout ce qui est transition, des fois, est compliqué. on passe souvent par des étapes. Au début, c'est au moins sortir du véhicule, après passer la porte. Oui, ça peut. À rentrer dans la salle de consulte, essayer de s'asseoir au moins sur la chaise et pas sur le lit de consultation. Enfin, après, c'est un peu au cas par cas, c'est difficile. On s'adapte vraiment. Donc, en fait, juste pour approfondir, vous pouvez avoir plusieurs consultations blanches si on est face à une personne qui est vraiment plus en difficulté par rapport au corps médical. Ah oui, Après, oui. on sera plus en habituation aux soins, du coup. Ben, ça dépend. Oui, Ça dépend si c'est pour faire une consultation. C'est-à-dire que si c'est pour faire une consultation bilan après que la personne soit vraiment examinée, on appellera ça des consultations blanches. S'il en faut 15, eh ben, on en fera 15. Après, si c'est vraiment le soin en lui-même, le fait de travailler, de sensibiliser la personne aux soins, là, ça sera de l'habituation. C'est pas tout à fait la même chose. La consultation blanche, c'est vraiment dans l'optique d'avoir une consultation bilan derrière. Donc, pour que ça se passe le mieux possible, justement, qu'on n'utilise pas le papouze ou pas, que ça soit le moins agressif pour la personne, là, on fera des consultations blanches. Et je vous dis, s'il en faut 15, eh ben, on en fait 15. Très bien. Et ça donne un début de réponse à une question sur les consultations d'habituation aux soins. En fait, une demande d'un peu plus de détails. Est-ce qu'elles sont ciblées, ces consultations? Est-ce qu'elles sont soumises au même délai, les consultations d'habituation aux soins, que les autres types de consultations? Alors, actuellement, il y a un peu plus de délai parce qu'en fait, on fait ça sur du temps où on n'a pas de médecin, donc où les 2 médecins ne sont pas là. Donc, actuellement, on a 5 personnes en habituation aux soins. Donc, le créneau est vite rempli. Alors, même si ça ne dure pas très longtemps, hein, ça peut durer des fois que 5 minutes. Après, oui, il y a des choses qui sont ciblées. Forcément, déjà, le fait d'attendre un petit peu. Voilà, ça peut être 30 secondes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. On ne va pas au-delà de 3 minutes en général. C'est juste pour qu'il y ait une transition. Parce que, comme on vous l'a dit, le but, c'est qu'ils aillent en milieu ordinaire et on sait bien qu'il y a toujours un petit peu d'attente. 3 minutes, c'est le minimum. Après, oui, on va travailler de remonter sa manche, d'accepter un brassard tensionnel, d'accepter de poser ses chaussures pour aller se faire peser, se mesurer. Enfin, voilà. Après, on s'adapte au projet de la personne. Si le projet de la personne, c'est, s'il fait des otites tout le temps et que du coup, il n'accepte plus de regarder les oreilles, le poids et la taille, on va le laisser un petit peu de côté et on va plus se sensibiliser à l'auscultation vraiment corporelle. Après, si c'est la phobie des aiguilles, on travaillera plus sur ça. On s'adapte à la personne qu'on a en face de nous et voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Oui, tout à fait, tout à fait. On a ensuite une question. Vous aviez parlé de personnes qui étaient extérieures en fait, au territoire, qui pouvaient venir jusqu'à vous. Est-ce qu'il y a des limites? Parce que là, on a une personne qui nous dit, voilà, moi, je ne suis pas d'ici. Est-ce que je peux venir à Handiconsulte? Est-ce que je peux appeler si je suis prêt à faire le déplacement? Alors oui et non, c'est-à-dire que ça dépend si dans son secteur, il y a quand même un handi-soin ou un handi-consulte. Ça dépend vraiment. On a déjà eu des gens de Pau. Voilà, c'est le plus loin qu'on ait eu. Après, on a régulièrement des gens de Clermont-Ferrand, de Charente. Charente, oui. Mais après, c'est sûr que s'il est... si cette personne est sur Marseille ou Lyon, des choses comme ça,
On va les orienter. On va plutôt les orienter sur les handis de son secteur. Et donc, il y a une personne qui reposait la question de Niort en disant qu'elle avait essayé de chercher là pendant votre intervention. Elle a mal noté, je pense, le nom de l'handiconsulte de Niort. Est-ce que vous pouvez lui repréciser? Alors, c'est le CEAA. Ok, merci beaucoup. Suggéré par le docteur Fiard, qui est, lui, psychiatre. Donc, eux, à Niort, par exemple, ils font des hospitalisations aussi pour revoir les traitements, et les traitements psy, chose que nous, on ne peut pas faire. Même si on est au sein d'un hôpital psychiatrique, malheureusement, on ne peut pas toucher au traitement psy. Et la seule personne sur l'hôpital qui est vraiment sensibilisée au handicap, c'est le docteur Fontanier. Mais c'est enfin, il est déjà beaucoup pris, donc il ne peut pas venir ici donner des avis. C'est compliqué. Voilà, mais l'avantage de Niort, c'est que Monsieur Fiard est psychiatre. Effectivement, et par rapport aux listes, aux demandes de listes qui nous sont adressées, vous pouvez aussi vous rapprocher des centres ressources autisme, puisque de Dr Fiard et sur le centre expert autisme de Niort. Enfin voilà, les centres ressources pourront vous communiquer ceux de votre territoire. Je pense à la liste de l'handiconsulte qui relève de votre territoire, si je peux me permettre de compléter. Il y a une personne qui nous pose la question du coût du service, de son financement. C'est-à-dire si c'est payant? Oui, je pense que la question est celle-là, de savoir s'il y a un reste à charge pour les personnes qui passent par handiconsulte. Non, il n'y a pas de reste à charge. Nous, on demande la mutuelle, la carte vitale et tout est pris en charge après. Sauf les frottis. Voilà, mais c'est comme les personnes lambda. Voilà, quand on a un frottis, on doit payer le laboratoire. Là, c'est pareil, par contre. Vu qu'on fait appel à un laboratoire extérieur, voilà, il y a un reste à charge sur les frottis, mais c'est la seule chose. C'est la seule chose où il y a un reste à charge. Et après, il y a des traitements qui sont préconisés. Oui, des fois, il y a des traitements qui sont. Tous les traitements ne sont pas pris en charge. Merci beaucoup. J'ai ensuite une question, alors c'est la dernière, sauf si j'ai mal suivi le fil de discussion, peut-être. N'hésitez pas à en poser d'autres en suivant. J'ai une question sur des outils ou des façons, des stratégies pour entraîner les personnes aux soins en institution. Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être faites en fait par les familles, je pense, ou aussi par les professionnels en institution pour essayer d'entraîner aux soins? Oui, déjà d'acheter une petite mallette de docteur, ou déjà ne serait-ce que ça, pour que les personnes puissent voir. Nous, des fois, quand ils viennent, on propose le masque à Méopa. Et comme ça, ils peuvent s'entraîner à la maison, les familles peuvent le faire. Voilà. Surtout pour des enfants qui vont être hospitalisés sur l'hôpital mère-enfant. Voilà, parce que souvent, ils ont quand même du Méopa. Donc, c'est vrai que le masque, on en donne pas mal. Qu'est-ce qu'on donne? Des abaisse-langues, voilà, des choses. Mais tout ça, c'est des choses que vous pouvez trouver dans le rayon vraiment enfant. Après, on commence petit à petit. C'est sûr que si on veut une prise de sang, on ne va pas aller directement à ça. On commence à serrer un petit brassard autour du poignet. On remonte un peu plus haut et encore un peu plus haut. Et après, en fait, on peut essayer, ne serait-ce qu'avec un cure-dent, d'avoir cette sensation sur l'avant-bras. Montrer des objets qui piquent, pas forcément une aiguille, mais quelque chose qui est un peu piquant. L'habituer à l'aiguille. Après, pour ouvrir la bouche, d'essayer de jouer. La brosse à dents. Ouais, la brosse à dents, des fois. Après, je ne sais pas, répondre comme ça, c'est pas évident. Merci beaucoup. On a une personne qui revient sur les consultations d'habituation aux soins. Donc, il voulait un petit peu plus de détails, à savoir si il pouvait y avoir consultation d'habituation aux soins sans faire de consultation de bilan. En fait, que l'exercice soit uniquement sur l'habituation aux soins. Oui, tout à fait. Donc, c'est bien. Sinon, ça s'appelle les consultations blanches, du coup.
Les consultations blanches, c'est vraiment dans le but de faire la consultation bilan après. Ouais. L'habituation aux soins, ça nous est arrivé d'en faire après une consultation de bilan, mais parce qu'on s'est aperçu que Le patient avait très mal vraiment, vécu. il n'avait pas bien vécu ou ça avait été trop difficile. Donc voilà. Mais sinon, oui, c'est bien l'habituation aux soins. On n'est pas obligé de voir les personnes en consultation derrière. Par contre, il y a quand même un dossier, c'est exactement la même chose, il y a quand même un dossier à remplir sans le courrier médical. Voilà. Mais il y a quand même ce petit dossier à remplir parce que nous, il faut qu'on les rentre dans l'ordinateur pour voir qu'ils apparaissent. Donc voilà. Merci beaucoup. Une personne nous demande également en moyenne combien de séances d'habituation aux soins il faut compter. C'est fluctuant, ça dépend de la personne, enfin, si elle est coopérante. Oui, enfin, ça peut être 5, 6, comme 20, 30. Ça dépend le plan d'enseignement voilà. qu'on Le fait projet, avec voilà. la personne, en fait. Enfin, son entourage, sa famille, ça dépend vraiment, vraiment de ça. Voilà, il y a des personnes, ne serait-ce que pour sortir de la voiture, eh bien, il va falloir trois séances. Et peut-être une fois à l'intérieur, 2 séances suffiront à pouvoir mettre le stéthoscope sur son ventre. C'est très aléatoire. Il y a autant de prises en charge que de personnes. Merci. On nous demande également sur le type d'accompagnement que vous réalisez. Est-ce que c'est le même pour les enfants, pour les adultes? Est-ce que vous adaptez? Voilà, qu'est-ce qui va être différent entre un public enfant et un public adulte? Je sais pas. Qu'est-ce qui va être différent? L'approche elle va être forcément différente, mais Je sais pas, c'est une bonne question. Le protocole pour vous est le même en tout cas. oui, enfin, oui, on y a demande pas les de- mêmes choses pour un adulte que pour un enfant. Après, ça dépend. On peut être adulte sur le papier et avoir un âge mental Ouais. d'un enfant de 5 ans. Donc, c'est vrai que c'est difficile, je trouve, à répondre comme question. Après, voilà, si par exemple, on doit consulter par terre sur un tapis, ben, on consulte par terre sur un tapis. Que ça soit adulte, enfant, voilà. Si la personne veut déambuler, jouer avec les interrupteurs un petit peu parce que c'est renforçateur pour lui, ou voilà, ben, on espère que ça soit adulte ou enfant. En fait, vous adaptez complètement à la personne que vous avez en face de vous. Ça ne va pas être l'âge qui va faire que le protocole sera adapté, ça va être vraiment l'individu. C'est ça, oui. C'est ça, et le niveau de compréhension aussi, parce que c'est sûr que, voilà, on a des pictogrammes, ne serait-ce que pour essayer de montrer ce qu'on va leur faire. Après, ça ne marche pas tout le temps, parce que chacun a son propre moyen de communication. Bon, des fois, voilà, c'est oublié, et du coup, c'est un peu plus difficile, nous, pour communiquer avec eux, mais l'avantage, vu que les encadrants et les familles restent tout le temps avec nous, vu que c'est eux qui connaissent au mieux leurs jeunes ou leurs adultes, on arrive toujours à se dépatouiller, quoi. Merci. Une personne qui est arrivée un petit peu en retard sur le webinaire, on s'en excuse puisqu'il y a eu un décalage dû à des problèmes techniques. On va poser la question de l'accès à HandiConsult. Est-ce qu'il fallait obligatoirement une ordonnance du médecin traitant? Oui. C'est à part pour l'habituation aux soins, mais sinon pour tout, il faut une motivation. Ouais. Parce qu'en fait, on s'est aperçu quand HandiConsult a ouvert qu'au départ, on ne demandait pas que ce soit le médecin traitant. Même l'équipe éducative ou infirmière pouvait faire une demande. Sauf que nous, les comptes rendus sont envoyés au médecin traitant, ce qui est pour le coup normal. Et en fait, on s'est fait taper sur les doigts parce que tous les médecins n'étaient pas au courant. Donc du coup, maintenant, voilà, on demande à ce qu'il y ait un courrier. Alors pour le coup, voilà, parce qu'on ne veut pas se refaire taper sur les doigts non plus. Et puis des fois, c'est intéressant parce que
enfin comment dire, des fois entre l'équipe éducative, le médecin, tout le monde n'a pas la même vision de la personne. Donc du coup, des fois, c'est intéressant aussi d'avoir les avis de chacun. Après, on sait clairement qu'il y a des médecins qui n'auscultent pas les patients aussi, qu'on a des mots pour enfin, qu'on a un courrier pour des patients qui ne sont jamais vus. On le sait aussi. Mais au moins, pour le coup, là, on est protégé. Oui, une personne se questionne sur justement le médecin traitant qui n'aurait jamais vu le patient. Est-ce que il y a une question de cohérence qui est posée par la personne sur le fait que le médecin traitant n'ait jamais vu le patient. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ce questionnement en fait par rapport à l'ordonnance? Mais vous y avez répondu un petit peu, mais voilà, est-ce que vous souhaitez approfondir en complément? Après, si ce n'est pas le médecin traitant, on accepte aussi le médecin de la structure si l'enfant ou l'adulte est en structure, ou un mot du pédopsychiatre ou du psychiatre. Mais il nous faut pas qu'un courrier de l'équipe. Malheureusement, c'est malheureux, mais on peut pas. Et je suis d'accord que la cohérence, c'est compliqué, parce qu'on sait que des fois, voilà, ils les observent de loin, les médecins, mais sinon, il faut motiver les parents à essayer, tout du moins, ou les parents ou les structures, d'essayer de trouver quelqu'un à leur écoute. Et c'est pas évident, on en a bien conscience, mais on ne peut pas pallier à ça, nous. Merci beaucoup. On a ensuite des questions relatives à la crise sanitaire par rapport aux précautions, notamment au port du masque. Est-ce qu'il y a un masque particulier qui est préconisé dans le cadre du suivi de personnes avec un handicap? Non, masques chirurgicaux. Après, on en a aussi ou pas. Hein. Il y en a qui viennent sans masque, mais on le fait avec. Enfin, voilà, on sait très bien que porter un masque tout le temps, enfin, toute la journée, c'est compliqué. Donc, non. Pour les accompagnants, c'est obligatoire. Oui, pour les accompagnants, oui. Mais pour la personne, voilà, ça l'est pas. Oui, donc pour une personne effectivement qui ne supporterait pas le port du masque, il y a cette tolérance-là. Oui. Par rapport, vous parliez des tests PCR qui peuvent être faits par HandiConsult. Est-ce qu'au niveau vaccination, il y a quelque chose qui est prévu? Alors, c'est un grand sujet. Nous avons été mobilisés par l'ARS 87 pour 2 sessions de vaccination. Mais en fait, c'est l'ARS qui a donné les noms des personnes à vacciner. Donc, ça s'est fait dans l'enceinte de l'hôpital, donc pas à HandiConsult, mais dans l'enceinte de l'hôpital avec le personnel d'HandiConsult. Mais en fait, on n'a pas du tout main mise dessus. Hein. C'est vraiment l'ARS qui décide. Nous a donné les noms, voilà, les dossiers. Et voilà. Donc, nous, on a exécuté ce qu'on nous a demandé. Oui, après, ce serait éventuellement aux familles de faire des courriers à l'ARS. Pour le numéro, hein, des fois, on donne. Quand les familles nous appellent, on donne le numéro de l'ARS 87 pour qu'ils fassent remonter. Parce que, voilà, même dans des structures médico-sociales, certaines personnes étaient vaccinées, pas d'autres, parce qu'elles étaient plus ou moins éligibles. Enfin, voilà, c'est sûr que c'est pas toujours. C'est comme le courrier du médecin traitant, c'est pas toujours très cohérent. Bien, merci beaucoup. Je n'ai pas d'autres questions, il me semble. Donc, je vais laisser encore un petit peu de temps aux personnes pour les poser si elles le souhaitent. Oui, d'accord. Je ne sais pas s'il y a un sujet que vous souhaiteriez préciser en attendant. Déjà, c'était difficile de faire la présentation. C'est pas un travail évident. Mais on est content. Oui, en plus, c'était un peu plus compliqué avec les problèmes techniques qu'on a eu en amont et on s'en excuse, mais ça sera mieux demain. Mais oui, effectivement, ça n'a pas été évident aujourd'hui. C'est fait maintenant. Voilà, j'espère qu'on aura été assez clair et qu'on a répondu, qu'on vous a présenté correctement HandiConsult, que vous avez compris. Pour avoir des informations complémentaires, du coup, il y a un site internet HandiConsult.
Alors, non, en fait, on apparaît sur le CH Esquirol, sur le site du CH, mais franchement, autant nous appeler, c'est aussi On simple. a des petites plaquettes. Mais bon. Il y a des petites plaquettes, mais je ne sais pas où on trouve. Il y en avait chez vous au CRA, on en avait déposé. Après, c'est tout, hein. On ne peut pas en déposer chez les médecins, on n'a pas le droit. Voilà. Il y a une personne qui nous pose la question de savoir si vous avez des spécificités sur des types de handicap. Est-ce que selon les handiconsultes, il y en a qui travaillent plus sur des types de handicap que d'autres? Alors, je dirais pas plus sur le type de handicap, je dirais plutôt sur la prise en charge de la personne. Voilà, il y a des gens qui sont plus ciblés dentaire, plus douleur, d'autres plus L'autisme, enfin, ouais, mais je trouve que c'est pas tellement le handicap qui. Après, si, il y en a un centre, alors à Nice, je crois que c'est Nice de mémoire, où ils sont très à la pointe sur les personnes atteintes de handicap aussi physique. Voilà, quand il y a des pathologies associées, il me semble qu'ils sont très perfectionnés sur ça. Mais voilà. Après, on n'a pas un centre spécifique pour la génétique ou des choses comme ça. Après, c'est les neuropédiatres souvent qui font ces recherches-là, quoi. Merci beaucoup. On a une personne qui nous questionne sur les aiguilles. Vous y avez répondu tout à l'heure, la question des habituations aux soins. Vous aviez parlé des cure-dents. Est-ce que vous pouvez du coup préciser un petit peu plus, puisqu'effectivement, ça doit être un problème assez quotidien pour les familles de savoir comment faire pour les piqûres pour les personnes qui ont un handicap? Alors, au-delà de la prise de sang en elle-même, la distraction, comme chez tout le monde. Le détournement d'attention, Voilà. en fait, c'est ce qui marche bien. Mieux. Enfin, quand ils arrivent, une phobie des aiguilles, on met un peu de Méopa, on met une vidéo, une chanson qu'il aime bien, et vraiment, ça passe tout seul quand même. Bah, parce que le Méopa aide beaucoup, parce Ouais. que ça quand même diminue la sensation douloureuse. Oui. Donc, voilà. Après, il faut toujours essayer le patch MLA. S'il ne supporte pas les pansements, au moins de la crème. Voilà, c'est des choses. Pareil, le patch, on peut coller un petit pansement pendant 30 secondes, 1 minute, et en fait, monter crescendo comme ça jusqu'à l'acceptation du patch qu'on cache sous le pull. Puis au bout d'un moment, des fois, la personne peut l'oublier ou pas, hein, mais voilà, d'essayer de jouer avec vraiment un élastique hein, pour avoir la sensation de compression. On commence par le poignet et on monte et on monte et on monte jusqu'à le monter au-dessus du pli du coude. Et c'est pareil, en fait. Il ne faut pas aller directement à la zone qu'on veut, là où on veut piquer, parce que ben, voilà, souvent, c'est quand même des personnes qui ont eu pas toujours des bonnes expériences. Donc, c'est sûr que si on se dirige directement sur ça, ça paraît difficile. Après, voilà, nous, souvent, l'avantage qu'on a, clairement, c'est le Méopa. Vraiment. Ça nous sauve. Bah oui, oui. Après, ne pas hésiter à faire venir une infirmière à domicile si la personne est à l'aise chez elle. Voilà, s'il y a besoin d'une prise de sang, il ne faut pas hésiter à demander au médecin de Médication aussi avant. Ouais, mais ça dépend. Oui. Oui, Roxane, je ne sais pas si elle vous avez entendu. La prémédication, un petit peu avant une consultation aussi, ou un acte invasif, ça peut aider. Merci beaucoup. On nous pose aussi la question des examens approfondis de type échographie. Vous en parliez tout à l'heure, donc que vous pouviez faire des examens complémentaires. La personne se pose la question de savoir si un enfant a mal de gorge récurrent, à partir de quand est-ce que vous faites ce type d'examen approfondi? Alors, nous, on ne fera rien ici après. Alors, on a parlé de radio, pas d'échographie. On n'a pas d'appareil à échographie, on n'a pas d'IRM, pas de scanner. Tout ça, ça se fait. C'est des spécialistes. Voilà, ça se fait sur l'hôpital du Puy-de-Dôme ou l'HME. Après, si un enfant
voilà, régulièrement des otites ou des angines ou des choses comme ça, c'est sûr qu'il faut qu'il aille voir l'ORL. Mais ça sera malheureusement pas ici parce que c'est une spécialité bien à part, quoi. Enfin, les médecins, ils sont généralistes de base. On peut pas recevoir en urgence, en fait. S'il fait une otite ou une angine à répétition, on peut pas nous appeler et nous dire j'ai besoin que vous le voyez en consultation. On ne fait pas d'urgence. Et donc, on a une personne qui rebondit sur votre dernière intervention en disant du coup, quels sont les soins proposés par le dispositif? Alors, vous l'avez déjà présenté. Est-ce que vous voulez le reprendre de façon synthétique? Et peut-être qu'on terminera là-dessus, sauf s'il y avait d'autres questions. Voilà. Et si vous voulez synthétiser un petit peu les soins que vous proposez. Alors, en fait, on répond à la demande voilà, par exemple, la personne a un trouble du comportement. En premier lieu, c'est sûr qu'il faut toujours penser à une cause somatique avant de penser que c'est de l'éducatif ou voilà, il faut éliminer cette cause-là. Après, si le médecin de la structure, le médecin traitant ne peut pas, en fait, nous on vient en support de ça. Donc les médecins généralistes réalisent un examen approfondi de médecine générale, c'est-à-dire quand vous allez vous faire ausculter chez votre médecin. Le plus qu'on a, voilà, c'est clairement quand les gens sont très peu piqués, de réaliser la prise de sang avec l'aide du méopa, bien sûr, l'électrocardiogramme, parce que c'est des examens qu'on fait très peu. Après, des radios. Des personnes épileptiques, les EEG, on réalise les EEG. Et puis la gynéco, une jeune qui n'est pas à l'aise en milieu ordinaire. Après, voilà, en tout cas, pour ce qui est de la gynéco, les médecins traitants, les médecins généralistes peuvent réaliser un peu de gynéco. On ne fait pas de frottis à tout va. Hein. Clairement, si la personne n'a pas de rapport sexuel, il n'y a aucune raison d'aller faire un frottis avant les recommandations. Voilà, de la... Oui. Oui, voilà. Après, enfin voilà, on vient vraiment en support en fait, en support du médecin. Après, c'est sûr que si vous vous attendez à ce que la personne soit hospitalisée, elle ait tout un check-up, ça ne se fera pas ici, en tout cas pas en Handiconsulte Limousin. Voilà, il y a d'autres structures qui peuvent le réaliser, mais nous, ça, on ne peut pas le faire. Parce que voilà, on est au sein d'un hôpital psychiatrique. Déjà, on a un plateau technique, c'est déjà pas trop mal. Mais voilà, on serait sur l'hôpital CHU, peut-être que ça serait différent parce qu'on aurait accès à bien sûr tout ce qui est scanner plus facilement, mais là, c'est pas possible. Très bien. Eh bien, écoutez, je n'ai pas de nouvelles questions. Je vous laisse du coup clôturer. En tout cas, moi, je vous remercie beaucoup d'avoir débuté cette présentation pour découvrir Handiconsulte. Et donc, on aura deux nouvelles thématiques qui seront présentées par des professionnels d'Handiconsulte demain et après-demain, donc sur les troubles du comportement et les recherches somatiques, et rapport à la douleur et autisme qui sera présenté jeudi en fin de journée. Donc, je vous laisse clôturer et je vous remercie beaucoup. Merci à vous déjà de nous avoir invités à participer. Donc demain, vous retrouverez Élodie, infirmière, et Dr Bayeux. Et pour tout ce qui est douleur, ça sera Dr Lemonnier-Garot avec Anne-Laure. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir participé, de nous avoir pris le temps de nous écouter malgré tous les petits problèmes techniques qu'il y a eu. Voilà, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin de renseignements complémentaires. On se fera un plaisir de vous répondre. Merci. Merci.